Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. C'est dans ce podcast qu'avec l'ami Corentin... Le format Back Issues. Je connais pas. C'est le format qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps, mais qui n'est jamais abandonné, toujours. Il est toujours là. On vous le dit à chaque fois, dès qu'on en fait un, oui, il y en aura plus. Et en fait, c'est juste un problème d'organisation. Hein, c'est qu'on passe, alors on lit beaucoup de choses, hein, mais on a encore malgré nos années de métier, on a encore des mécaniques d'organisation à améliorer. Et c'est ce qu'on va d'ailleurs tenter de faire, hein, cette année en 2025, avec des émissions qui seront peut-être plus courtes, mais pour le coup plus régulière, avec moins d'albums chroniqués par Back Issues, mais ce qui nous permet nous de mieux nous organiser en termes de temps, passer à vous parler de bande dessinée. Mais si vous découvrez First Print en 2025, Back Issues, c'est peut-être votre premier pour le coup. Donc c'est ce format dans lequel, avec l'ami Corentin ici présent, eh bien, nous allons simplement revenir sur des bandes dessinées que nous avons lues. C'est majoritairement du comics. Parfois, il y a quelques petites entorses à la ligne éditoriale. Mais pour le coup, là, on va être vraiment sur du full bande dessinée fait par en tout cas, publié aux États-Unis. En premier lieu, avec une touche de super-héros pour commencer. D'ailleurs même d'anti-héros, j'oserais dire, et ensuite que des titres en indépendant, avec des choses qu'on a bien aimées, des choses qui nous ont laissé un peu plus sur le côté. Mais voilà, l'idée c'est pas forcément de tout vous recommander, bien sûr. Vous pouvez aller tout lire, que ce soit les prendre en librairie ou les chercher dans une bibliothèque qui est assez OP sur l'actualité, sur les nouveautés. Vous les faire offrir si quelque chose vous intéresse et que c'est bientôt votre anniversaire, mais également donc voilà, ou simplement juste en discuter. Donc n'hésitez pas simplement à réagir. J'imagine que quand le Discord de First Print sera mis en ligne et effectif, le channel Back Issues permettra d'avoir de meilleurs échanges sur chacun des titres chroniqués. Mais en attendant, n'hésitez pas à partager aussi l'émission sur vos réseaux sociaux ou à la commenter un peu sur toutes les plateformes pour nous dire ce que vous avez pensé de certains ouvrages ou si vous avez envie de les lire ou pas après nous avoir écoutés. Donc Corentin, tu vas bien? Ouais, c'est court comme intro ça. Ça va. T'as pas dit Pulp, Stippy, tout ça? Non, parce que tout ça, c'est dans les front pages. J'ai plus l'habitude, là, je m'endormais, c'était agréable. Bah oui. Non, toutes les mentions au Tipeee et à notre partenaire Pulps, c'est dans le front page, surtout. C'est la revue. Parce que c'est le seul podcast qui est vraiment le plus régulier, on va dire. Et hélas, pas les Back Issues, mais comme dit. Non, c'est faux, les Super Friends sont très réguliers. Les Super Friends sont, alors. Environ 2 par jour. C'est ça. D'autant plus quand tu fais 17 interviews en un FIBD, forcément, voilà. Ça fait beaucoup après. Mais on n'est pas là pour parler des interviews. On est là pour parler de bandes dessinées qu'on a lues. Et du côté de Panini Comics, on a eu le plaisir de découvrir, de retrouver l'AVF de Get Fury. Donc c'est un album en récit complet, puisque c'est une mini-série de Garcenis. J'ai oublié le nom de l'artiste, de Jason Burroughs. Oui. Pardon. Tu m'as lancé un regard trop bizarre. De Jason Burroughs, vraiment. Oui, je te confirme. Ce n'est pas Goran Parlov cette fois-ci, mais il y a un petit effet d'imitation. D'ailleurs, le trait de Jason Burroughs a beaucoup évolué pour le mieux, à mon sens d'ailleurs, parce qu'au départ c'était plus une sorte de Steve Dillon et maintenant c'est plus une sorte de Jason Burroughs en version améliorée de lui-même. On est d'accord que c'était par Goran Parlov à la base. À la base, c'était Goran Parlov, effectivement. Ça, okay. Il y a eu. C'est ça que j'ai bugué. Je sais pas si c'est des mixités, pas du tout, des frictions entre les deux, ou si c'est juste que Goran Parlov n'était plus disponible, parce qu'a priori, il a quand même livré des variantes ou des couvertures qui avaient été prévues au départ. Mais ils ont pas travaillé ensemble depuis un petit moment avec Goran Parlov, mais la raison pour laquelle tu confonds, c'est que cet album est la suite directe de Fury Max et de Punisher The Platoon, voire la préquelle, selon comment on le prend, qui étaient les deux derniers projets publiés par Marvel dans la ligne Max, avec le Punisher Max de Garcenis, qui, pour rappel, est un Punisher qui existe dans un univers où il n'existe que Nick Fury à part lui, et aucun super-héros Marvel, et qui est basé sur l'histoire réelle de notre monde. Voilà, sachant que c'est tout le très long run de Punisher puis Punisher Max sur Garcenis, c'est actuellement réédité en omnibus chez Panini, donc vous pouvez aller toujours découvrir ce qui est certainement la meilleure chose qui ait jamais été faite sur le Punisher et qui sera jamais faite sur le Punisher. Pas besoin de point d'interrogation à la fin de cette phrase. Ouais, c'est ça. C'est ultime, donc voilà, je crois que ce sera en 3 omnibus en tout qui le feront, mais nous, on n'est pas là pour vous parler de l'omnibus. Sachant qu'ils avaient aussi fait en omnibus les premières séries dans le Marvel Classic 616 de Garcenis sur le Punisher aussi. Ouais, mais je crois que
Enfin, c'était des Marvel Icons, et maintenant l'omnibus Okay. a réuni tout ce qu'il a fait en fait. C'est vraiment Punisher par Garcenis, donc ça commence avec les premiers, Okay. notamment avec Magnucci et tout ça là au Ouais. début, et puis après le deuxième volume, je crois que ça prend sur le max quoi. Donc, je disais, on n'est pas là pour parler d'Omnibus, mais pour parler de Get Fury, donc dans lequel en fait, ça se passe pendant la guerre du Vietnam. Nick Fury justement a été enlevé et il menace de dévoiler des informations confidentielles que la CIA a clairement, enfin l'équivalent de la CIA a pas du tout envie qu'elle s'ébrute, notamment auprès des forces ennemies. Et donc, c'est Frank Castle qui est envoyé en mission pour le récupérer. Techniquement pour l'éliminer, mais en cours de mission, eh bien, on va découvrir plus ou moins beaucoup de choses qui vont rebattre les cartes et vont faire passer la mission plutôt pour une mission de sauvetage, on va dire. Est-ce que je résume pas trop mal sans spoiler? sans Ouais, spoiler. non, c'est pas mal. Parce que c'est toujours la difficulté de... Oui, évidemment. Après, c'est jamais aussi simple que ça, les scénarios de Garcenis, donc comment dire ça pareil sans spoiler. D'ailleurs, je me corrige parce que techniquement, en fait, entre Fury Max et Punisher Max, évidemment, il y avait aussi eu Punisher Soviet, qui était avec Jason Burrows déjà, et c'est là qu'on avait pu constater ce que son trait s'était bien amélioré, mais qui était un récit dans le présent, après la guerre froide, alors que ça participe en fait d'espèces de groupes que Garcenis a créé pour revenir précisément effectivement sur les événements de la guerre du Vietnam. Donc à l'époque d'ailleurs, oui, où Frank Castle n'est pas encore le Punisher. Tout à fait, en fait, voilà, c'est encore le lieutenant Frank Castle, qui est donc membre de l'unité de reconnaissance des États-Unis, donc ceux qui vont tamiser le terrain, essayer de retrouver où sont les forces Viet Cong, enfin les forces de libération de l'armée du Vietnam évidemment. Vietnam Nord, je sais plus exactement si c'est le Nord ou le Sud, je crois que c'est le Nord qui combat le Sud dans cette version du truc. Voilà, enfin, on a déjà vu ça dans effectivement Fury Max, qui était une super série qu'il faut absolument lire si vous aimez Garcenis, si vous aimez Metal Gear Solid, si vous aimez Goran Parlov, si vous aimez la bonne BD américaine en général. Vous allez voir Nick Fury qui étrangle un soldat ennemi avec ses viscères. Voilà, il y a aussi Barracuda qui assomme un soldat allié avec sa bite. Oui. Voilà, dans cette BD. Mais incroyable. D'ailleurs, je crois ça a été réédité l'année dernière en deluxe pour le coup, et ouais, c'est quand même assez ouf comme série. Et si vous croyez qu'on le vend comme un truc comique ou gore, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment une chronique militaire très sérieuse qui parle de l'évolution de la politique étrangère américaine au cours de la guerre froide. Et justement, à cette époque-là, Fury, qui était effectivement présent au Vietnam, croise le soldat Frank Castle, qui, alors après il y aura Punisher Born, mais c'est très séparé parce que c'est plus ou moins canonique dans le run de Garcenis. Et à côté de ça, effectivement, il y a eu Punisher The Platoon, qui était un peu la dernière mission où Castle était encore un peu innocent, où c'était encore un peu le Captain America du Vietnam, un soldat bon sous tout rapport, qui croyait vraiment aux valeurs des États-Unis et tout. Là maintenant, c'est en train de devenir la machine à tuer qu'on connaît. Et de fait, c'est une mission en fait du Punisher, mais au Vietnam. Sauf qu'il a pas le logo et il est pas en guerre urbaine, mais ça reste quand même le Punisher avec ses méthodes, son débit de parole très restreint et son amitié légendaire avec Nick Fury. Alors, pour le dire simplement, c'est un album qu'il faut posséder si on aime Garcenis, si on aime Jason Burrows, si on aime cette micro-bibliographie vietnamienne dans la grande bibliographie Punisher Max ou même dans la grande bibliographie de Garcenis en général. Mais c'est pas l'album le plus réussi à mon sens, parce que là où en fait, avec Fury Max, il arrivait à adresser un portrait beaucoup plus général des États-Unis, avec la figure de Nick Fury qui traversait les époques, ou avec Platoon, on comprenait que c'était vraiment l'origine en fait de Castle, avant la mort de sa famille. Il y avait déjà les graines qui étaient plantées pour la naissance du tueur fou. Là, c'est un interstice, c'est-à-dire que c'est un bonus, en fait. Pour moi, c'est vraiment un petit bonus qu'il s'autorise, parce qu'il a encore des choses à raconter avec le Vietnam. Il y a toujours le même propos, en fait, sur les troopers, c'est-à-dire les troufions, en fait, les fantassins, les soldats qui sont vraiment sur le terrain, qui font vraiment la guerre, et qui sont, entre guillemets, passionnés par ça. C'est compliqué à comprendre, mais c'est un sujet auquel Garcenis tient beaucoup. C'est un vrai étudiant de la cause militaire et de l'histoire des guerres. Il peut te citer de tête le modèle de Boeing 737 ou je sais pas quoi qui a été utilisé par telle division de l'armée allemande en 37 à la bataille de machin, tu vois. Voilà, ça c'est un truc que lui il passionne, il fait des musées là-dessus, il est même d'ailleurs membre d'associations historiques sur le sujet. La guerre du Vietnam, il la connaît aussi, et c'est une guerre qui est, je pense, de son point de vue, en fait, moins intéressante. C'est plus ou moins ce qu'il disait dans Nick Fury Max, parce que en fait, les soldats américains ne sont pas les héros, en vérité. Ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam, c'était très compliqué, très violent, très long, très fastidieux, mais à la fin, non seulement les États-Unis ont perdu,
mais en plus ils y sont pas forcément allés pour les bonnes raisons. Ils y sont allés au prétexte de défendre la liberté contre les valeurs communistes. En définitive, ils sont surtout allés pour empêcher une armée de libération nationale de se décoloniser de l'État français et de l'influence étrangère américaine. Donc, ce qu'il en fait, en fait, là, c'est justement, il va critiquer la présence américaine à travers les deux figures, en fait. Si vous avez vu le film L'Agence Touriste, d'ailleurs, ça va vous évoquer un sujet comparable. Dans le film L'Agence Touriste, en fait, pareil, il y a les soldats qui sont donc la troupe de Hannibal, et vous avez les Black Forest, en fait, qui sont une sorte d'armée privatisée que la CIA utilise pour mener des opérations illégales à l'étranger. Là, il y a exactement les deux mêmes personnages avec le petit polo, les blagues, le côté ultra froid et cynique, en fait, de ces deux petits connards, en fait, qui juste sont des gens qui sont là pour vendre des contrats paramilitaires et aussi profiter de la guerre pour faire du trafic de drogue, en l'occurrence, puisque la plaque tournante de l'opium et de l'héroïne en Asie, c'est pas nouveau non plus. Donc, en fait, on va suivre ces deux intrigues en parallèle. D'un côté, Castle qui va donc s'infiltrer à Saigon pour essayer de faire libérer Nick Fury ou de le tuer, selon comment l'histoire va évoluer. Les rencontres qu'il fait en chemin, qui vont parler en fait justement de la colonisation et française et américaine et de ce que faisaient les soldats sur place. Voilà, c'est ça. Mais même aussi ce que le parti communiste qui est de Ho Chi Minh, qui n'était pas forcément l'armée, comment dirais-je, la plus propre du monde. Je veux dire, c'est une guerre, c'est violent, et aussi il y a des gens qui en profitent. Il y a des profiteurs de guerre, comme à chaque fois. Il y a des militaires quand ils montent en grade et que d'un coup ça devient les hauts gradés du pays, ils se font plaisir sur les femmes, ils partagent les richesses, etc., etc. Enfin, c'est tout ce que ça peut avoir de sale une révolution. Hein, on a connu ça en France aussi. Donc voilà, c'est plein de sujets qui sont en fait mis un peu au mixeur dans une histoire qui va en fait assez simplement aller d'un point A à un point B et revenir à un point A. C'est-à-dire que Castle rentre dans les lignes ennemies, repart en arrière, et entre-temps, on a plus ou moins compris ce que Garcinis voulait nous dire. C'est-à-dire, grosso modo, c'est une guerre, c'était un bourbier. C'est en fait, il n'y a pas vraiment de héros au Vietnam. Castle n'est pas un héros. Ce qu'il fait est assez horrible. Hein. Fury est traité comme une ordure. D'ailleurs, il a, en plus, ouais, et t'as ce côté aussi, enfin, t'as aussi le pétage de câble, en fait, des soldats par rapport au traitement, à ce qu'ils ont vu, à ce qu'ils ont subi. Et oui, t'as un moment où il est presque inhumain, en fait. Vraiment, c'est assez effrayant. Ouais. Oui, alors qu'au début, justement, quand il est avec les deux soldats qui ont été enlevés avec lui, on me dit, tu vois, ça reste quand même le grand Nick Fury et tout. Et à la fin, on te le renvoie comme à sa condition humaine très naturelle voilà, lui aussi, quand il est en pays étranger, il se fait plaisir, quoi. Il fait des dégueulasseries, il a pas de considération pour la vie humaine. Et à côté, donc, on a les deux mecs de la CIA qui, eux, en fait, sont le moteur humoristique de l'album. Parce que vraiment, je pense que Garcenis, même si maintenant il est citoyen américain, il a vraiment une détestation profonde, en fait, pour les services secrets. Et la façon dont, en fait, ils se sont comportés dans tous les conflits. Toutes les ingérences, ouais. Voilà, c'est vraiment, ils sont présentés comme deux petits connards, mais limite j'allais dire un gros mot, j'allais dire de macronistes, c'est pas exactement le terme que je choisirais, mais de petits connards d'école de commerce, ouais, on va dire vraiment qui, eux, ils sont dans un pays en guerre, mais ils voient juste leur intérêt financier, et tout ce qu'ils ont fait comme saloperie, ce qui compte, c'est d'éliminer les traces. Et du coup, il y a ces trois parties un peu qui s'enchassent, avec justement aussi la présence des locaux, enfin de deux femmes qui sont vietnamiennes et qui ont traversé les deux guerres, parce qu'il y a quand même eu deux guerres de libération du Vietnam, qui portent un propos beaucoup plus humain, mais malheureusement, étant Garcenis, comme souvent avec lui, il va prendre l'éloquence et un peu lui tordre le cou. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont belles dans cette histoire, mais comme c'est un récit militaire, on va pas t'autoriser quand même à avoir une sortie de route qui sera agréable pour tout le monde. Ouais. Voilà, on va quand même sortir de l'album en mode la guerre c'est dégueulasse, ça fait chier quoi. Du coup, c'est un très bon album, hein, franchement, il y a pas à dire. Jason Burrows, est vraiment en amélioration constante au niveau de son coup de crayon. C'est un Vietnam qui est assez vivant, hein, les jungles sont luxuriantes, les bagnoles roulent vite, les détails sur les fusils, enfin tout fonctionne bien vraiment. Graphiquement c'est assez efficace, hein, ça fait ce que ça a à faire. Et puis ça a la violence d'un label Max aussi. Exactement. Sans Red Band en VO, ça a pas été publié. Il y avait de nouveau juste le logo Max parce que en fait, si Marvel veut raviver Max, ils peuvent le faire, tout simplement. Ça ne leur coûte rien, à part juste imprimer un bandeau sur une couverture, enfin, un encart sur une couverture. Et donc, tu le vois au niveau de certaines scènes qui sont effectivement particulièrement graphiques. Ouais. Mais au point de se faire plaisir. Ouais. Il y a des moments où, en fait, c'est anormalement violent. Par exemple, je pense à une scène où, tu sais, Castle rentre dans une prison et il t'éclate, en fait, la gueule des mecs à la crosse de fusil. Tu vois, donc en fait ça pourrait juste les assommer. Là ils ont un trou béant au milieu de la tronche avec la langue qui dépasse. En même temps c'est avec force. C'est avec force. C'est la force du Punisher. Donc oui, effectivement c'est très très violent et
Ça nous rappelle qu'effectivement Marvel peut publier il y a littéralement un mec qui se fait lacérer à la gueule à coups de machette, quoi. Ah ouais, non, qui est terrible. Et un mec qui se fait enterrer vivant. C'est pas de la violence graphique, mais c'est de la violence réelle, tu vois. Enfin, c'est probablement que ça a dû arriver pendant la guerre aussi. Et voilà, il y a pas de label il y a pas de label Red Band, il y a pas de on va vous le faire en version Piu Piu et en version adulte. Non, là c'est vraiment pour Garcenis, on fait cet effort-là. C'est dommage que ce ne soit pas plus souvent. Mais je te dis au global, moi j'en ressors content, mais pas forcément impressionné. C'est-à-dire que généralement, quand Garcenis revient sur le Punisher, c'est toujours un peu un événement. Surtout que là, il y a Fury et le Punisher, et donc ça s'inscrit dans quand même une continuité de chef-d'œuvre très importante. Mais celle-là, pour moi, c'est plus une sorte de bonus track. C'est-à-dire vraiment, on a déjà eu en fait les classiques. Là, il revient, il nous fait un petit morceau, on reprend un petit peu on reconnaît les lignes de basse et tout. Mais par contre, t'as pas appris plus de nouvelles choses sur Punisher, sur Fury, sur la guerre du Vietnam et tout. C'est vraiment juste, si vous avez aimé cette partie-là, voilà, je vous refais ce petit projet. Marvel est content de me revoir, tant mieux. Je crois que le projet avait été commandé d'ailleurs pour l'anniversaire de Castle au départ. Enfin non, au départ, il avait été annoncé. Non, parce qu'il y avait Barracuda, il y avait 2 projets qui avaient été annoncés, qui étaient donc Soviet et Get Fury. Get Fury qui devait être fait par Goran Parlov, donc l'artiste de Fury Max et de Platoon. Finalement, ça ne s'est pas fait. C'est pour ça que ça a pris du retard, parce que après, Jason Burrows a repris le dessin. Et au final, il est tombé par accident pour les 50 ans du Punisher. Ce qui, voilà, c'est effectivement un beau signal d'avoir le scénariste entre guillemets fondateur, un peu le Frank Miller du Punisher, comme Frank Miller a été pour Daredevil, de l'avoir sur cette partie-là. Ça tombe bien en plus, puisqu'à côté de ça, Castle revient à la télévision là, cette semaine, et pour les prochaines semaines avec la série Daredevil Born Again, et aura droit bientôt à un effort du côté de Marvel Studios. Donc on peut espérer même éventuellement que ça motive Marvel à réembaucher Garcenis pour de futurs volumes, puisque c'est bête à dire, mais il est toujours aussi bon, à défaut d'avoir encore beaucoup de choses nouvelles à raconter sur la partie précisément vietnamienne, mais il est toujours aussi bon, il est toujours aussi drôle. Ce dosage entre justement un côté très cynique, très réel, très brutal, qui se confronte à un humour de gamin et à une violence crue, il y a que lui qui le réussit aussi bien, à mon sens. Donc j'en boufferai encore pour un ou 2 volumes, à supposer bien sûr que on se remotive un peu pour faire des trucs plus novateurs. Ouais, et plus long, mais ce sera un débat pour une autre fois, mais et pour un autre type de podcast, mais j'ai quand même le sentiment effectivement qu'avec ce qu'ils ont annoncé sur le Punisher, il y a de grandes chances que le Punisher classique Frank Castle ait de nouveau droit, parce que après la série de Jason Aaron, en fait, il est parti s'occuper de gamins dans un autre monde. Il y a quand même, et que c'est il est pas revenu depuis encore. Non, parce que c'est je sais plus comment Joe Garrison, je crois, qui ça a pas duré, ça, ils ont fait 4 numéros, c'est terminé, hein. Non, mais c'est pour dire que ça, c'est bon, c'était nul, faut l'évacuer, et qu'ils reprendront Frank Castle sensu stricto pour avoir une nouvelle ongoing. Oui, dès qu'il y aura le moyen métrage, leur Marvel Presentation Special. Voilà, c'est ça, merci. Là, ils referont une série. Je serais pas du tout surpris. Par contre, effectivement, tu parlais du projet. Est-ce que ce serait Garcenis qui reviendrait? Tu parlais du projet de quoi? C'était Ed Brisson et non, c'était Barracuda, oui. Mais en fait, j'ai confondu, c'était Brisson, c'était pas Ennis, ouais. Et c'était Punisher versus Barracuda, ouais. Série qui a été commandée a priori, écrite et dessinée, et qui a disparu. C'est ça, ouais. Ce serait bien de la ressortir un jour. Ouais, juste pour qu'on voit de quoi ça parlait. Parce que Barracuda, c'est un personnage qui vient du label Max, une création de Garcenis, qui aura enfin été canonisé dans l'univers classique. Donc c'était, je sais pas, moi je suis chaud. Pour le coup, s'ils veulent refoutre Castle en avant. Voilà, donc en tout cas, ça c'est disponible chez Panini Comics, c'est sorti tout récemment au prix de 19€. Donc n'hésitez pas, si vous appréciez le personnage et le travail de Garcenis dessus, c'est pas un indispensable absolu, mais par contre c'est une très chouette lecture, vraiment très sympathique. Alors on va partir du côté maintenant de création en indépendant, mais quelque part, on est sur un album qui pourrait être une version max de Black Widow, peut-être un récit d'origine de Black Widow, je dirais, avec Crimson Flower. Donc c'est un récit qui est écrit par Matt Kindt et qui est dessiné par un autre Matt qui s'appelle Matt Lewinsky, pardon. Et donc ça vient de sortir aux éditions Delirium. Corentin, qu'est-ce que tu peux... Lesniewski, d'ailleurs, je prononce vraiment mal. Lesniewski. Ouais, Lesniewski. Comme qui casse. Ah oui. Ouais, c'était Dave Lesniewski. Ouais, Dave Lesniewski, ouais. Ou Lesniewski, j'imagine qu'il faudrait dire en cyrillique, enfin en slave. Alors, qu'est-ce que je peux t'en dire? C'est un truc qui s'inscrit parfaitement dans la bibliographie générale de Matt Kindt vis-à-vis de l'espionnage.
C'est-à-dire qu'il y a toujours, en fait, c'est un truc dont je parle régulièrement dans les front pages parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore découvert Matt Kindt et particulièrement cette partie-là de sa bibliographie, qui connaissent peut-être plutôt Black Badge ou Grassroots ou ces trucs un peu plus contemplatifs, un peu plus sur l'enfance ou sur le côté redneck. Mais Matt Kindt, c'est un vrai scénariste d'espionnage. Il a travaillé là-dessus chez Valiant. Il a un peu commencé sa carrière avec ça. Enfin, en tout cas, fait ses armes dans l'industrie avec une série qui s'appelait Mind MGMT, que généralement il faut prononcer Management puisque c'est le sens des lettres MGMT. Il avait fait un polar aussi qui s'appelle Du sang sur les mains, qui était aussi très bien. Tout à fait, bien sûr. Il a aussi fait Pop ou Bang, je sais plus, un truc pareil récemment. Ah oui. Et Super Spy, qui est tombé d'ailleurs aussi. Spy Superb. Spy Superb, pardon. Dont on reparlera le prochain Back Issues chez Futuropolis. Qui est tombé récemment. Et en fait, c'est un truc auquel il revient régulièrement. Il a fait du Ninjak aussi, voilà. Auquel il revient régulièrement. Mais là où justement des mecs comme Garcenis ou comme Greg Rucka vont prendre l'espionnage comme un truc plutôt ancré dans le réel, avec de vraies intrigues géopolitiques, des coups de couteau dans le dos, etc., etc. Lui voit plutôt ça en fait comme un genre de fiction qui s'anime sous ses yeux. C'est-à-dire que l'espionnage, on sait que ça n'existe pas dans la réalité. C'est-à-dire que l'espionnage, on entend James Bond, les mecs ont des snipers et qui sont en poste sur les toits pour observer ce que dit un diplomate avec un micro planqué sous son bureau, etc. Oui, ça a certainement existé pendant la guerre froide, mais ça a tellement été codifié, repris dans le cinéma, la fiction populaire, le pop, etc., qu'aujourd'hui on oublie qu'en fait un espion, généralement, c'est plutôt un mec, un hacker qui va récupérer des données sur un serveur planqué dans l'autre pays, ou alors éventuellement à l'Asie américaine, des gens qu'on envoie vraiment pour s'infiltrer, dont on oublie qu'ils existent dans la société, etc. Le gars qui est surentraîné à tuer, qui est surentraîné à parler toutes les langues, qui est surentraîné à piloter un tank, un hélico, etc. Ça, justement, Matt Kindt considère qu'en fait, c'est un pur objet de fiction. Voilà. Et c'est un truc, pardon. C'est un truc justement qu'il développe d'ailleurs dans Spy Superb. Et c'est pour ça que quand il s'attaque à ce sujet-là, soit il en fait des caisses, comme avec Ninja, qui justement en fait est l'avatar alpha de l'exagération de l'espion, parce que c'est un espion ninja, donc ça va encore plus loin. Soit en fait il dit que ces personnages-là en fait vont forcément être compris comme des créatures de fiction. Et du coup il va trouver un tweak, enfin une variation, pour te permettre en fait de les appréhender tels quels. Et dans Crimson Flower justement c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on te parle en fait d'une représentante en produits pharmaceutiques, dont le père était tué quand elle était petite par une organisation maléfique d'espionnage a priori ou de contre-espionnage, et devenue adulte, elle se lance sur la trace de des gens qui ont tué son père. Ce qui va l'amener à croiser d'anciens espions, d'anciens assassins, d'anciens tueurs à gages au service de l'État, donc littéralement en fait des exécuteurs, qu'elle va en fait défourailler les uns après les autres. Et à mesure qu'elle s'approche d'eux, sa perception de la réalité change pour être habillée par une sorte de filtre qui évoque justement les contes et légendes du folklore russe ou slave. Ça peut être... Alors moi je connais pas du tout cette partie-là hein, de l'imaginaire européen. Là en l'occurrence celui qui est cité qu'on connaît un peu plus en France c'est Koschei the Deathless, enfin Koschei l'immortel, qui est une sorte de barbe bleue qui apparaît dans pas mal de contes. C'est à la fois Barbe Bleue et le grand méchant loup dans les contes russes, et en l'occurrence il est plus connu en Europe, enfin en France, parce que justement c'est un personnage récurrent de la mythologie des Hellboy. Mignola a beaucoup travaillé avec ce vilain-là, qui est présent, donc, mais qui est présent sans être présent. C'est un peu compliqué pareil sans spoiler. On va dire que l'héroïne, la Crimson Flower en question, pareil, ça renvoie en fait à un vrai bouquin du 19e siècle, d'une princesse un peu à la Cendrillon, qui a plusieurs sœurs et qui va être envoyée en mariage, enfin qui va chercher à se marier, etc., etc. Sauf que là, effectivement, c'est plus une Black Widow, c'est-à-dire que c'est une héroïne rousse qui tue, et dont on t'explique qu'en fait, elle a un passé commun avec ces différents assassins qui travaillaient pour une organisation qui s'appelle le Centre, et dont on peut plus ou moins deviner que c'était le KGB, ou bien effectivement les services de secret russes ou l'État russe en général, l'État communiste totalitaire russe. Donc c'est un truc assez compliqué à appréhender. En fait, il y a un twist à la fin qui t'explique justement cet envoi de cette utilisation des folklores, que tu peux prendre sous deux angles. Soit c'est réel et effectivement c'est fait un monde de contes et légendes qui se dissimulent dans la réalité, soit à l'inverse c'est effectivement autre chose. Et là du coup arrive la nature du twist que je ne peux pas spoiler, qui en fait explique pourquoi ce qui se passe dans cet album justement c'est l'histoire d'une fiction. En fait c'est que l'héroïne elle-même éventuellement vit dans une fiction. D'où justement ce que je disais au début par rapport à l'écriture de Matt Kindt. Alors, tel quel, c'est un petit projet, hein, c'est 4 numéros, c'est plutôt violent,
C'est assez rythmé, mais c'est très dirigé aussi. C'est un peu comme un boss rush. C'est combat 1, combat 2, combat 3, combat 4, un peu à la John Wick. Et en fait, l'intérêt est surtout graphique, puisque le trait de Monsieur Lesniewski, qui du coup, j'imagine, est d'Europe de l'Est, en fait, vient d'une descendance directe de Robert Crumb. C'est du Crumb s'il avait essayé de dessiner John Wick, en fait. Et avec des déformations corporelles hallucinantes, qui évoquent plutôt justement des trucs comme on a pu voir dans le dessin animé, le film d'animation Yellow Submarine des Beatles, ou à quoi je pensais là, The Wall. Voilà. Hein? The Wall de Pink Floyd. The Wall de Pink Floyd, pourquoi? Je sais pas. Non, je sais pas, parce que tu parlais de musique, donc non. Non, le film Yellow Submarine, on en avait parlé l'autre fois. Ouais, mais c'est un film d'animation aussi, The Wall. Ouais, c'est ça. Okay. Ah, ok, j'ai pas vu celui-là, par contre. Désolé, je suis pas un gros fan de Pink Floyd. Bah, qui est aussi très psychédélique, quoi, de toute façon, donc, mais ouais, non, je pensais plus à, et du coup, là, tu me fais, j'avais réussi à retrouver. Désolé, je suis désolé. J'avais réussi à retrouver, tu m'as fait perdre mon idée. Voilà. Pim et Francine. De Al Williamson. Non, bah, je crois. Ouais, ou pareil, ou même, je sais pas, les vieux dessins animés Disney et tout, où tous les personnages avaient des tubes à la place des bras, en fait, et ils pouvaient se déformer, ils pouvaient faire des rotations avec leurs membres et tout. C'est ça que, de toute façon, là-dedans, il a aucun respect des perspectives, en fait, et de la cohérence, on va dire, physique, avec des personnages dont les bras peuvent se tordre et s'étendre sur toute une limite sur une page entière, ou même les cheveux de l'héroïne qui d'un coup deviennent tentaculaires, quitte à même parfois former en fait les bords d'une case, et ce côté surréalisme en fait qui est assez fascinant. Oui, mais graphiquement, voilà, c'est l'école Zap Comics adaptée à un genre de fiction qui ne lui ressemble pas et qui profite justement de cette générosité un peu absurde et ce côté cartoon, mais cartoon noir, en l'occurrence cartoon grinçant, pour faire justement une des scènes d'action qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait, parce que même au niveau de la topographie, en fait, de la case, tous les personnages, à un moment donné, ils vont faire la même taille. Ouais. Parce que tu vois, tu t'en fous, en fait, tu peux tricher avec ça, t'en as rien à voir. Ouais. Et pareil, les esquives, tu vas avoir un personnage qui saute très haut quand il y a un coup qui passe et tout. Donc c'est un objet assez unique, assez intéressant. C'est évidemment pas le Matt Kindt le plus essentiel à lire. Hein. Il y a d'autres trucs plus prioritaires, notamment chez Futuro, je crois. C'est Futuro, je sais plus si c'est Futuro. Matt Kindt est beaucoup publié chez Futuro. Voilà, où il y a des trucs comme Deptage ou Mind Management, évidemment, ou Black Badge. Ça, c'était Mind Management, c'était chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Okay. Ça, c'est super bien aussi, il faut le lire, les gars. Là, l'intérêt, justement, c'est qu'en fait, Matt Kindt, c'est aussi un dessinateur fan de dessin. Il s'associe généralement avec des mecs qu'il a vraiment envie de collaborer. Ça sent le caprice. Et d'où, en fait, le côté un peu frugal du scénario, qui, en fait, est juste un prétexte, je pense, pour mélanger à la fois cette esthétique très particulière, très bariolée, avec ce côté conte de fées et polar. Ouais. Du coup, ça crée, en fait, une sorte de truc un peu rare, un peu exigeant. C'est clairement pas une BD que tu vas recommander à un fan de Jim Lee, hein, on va dire. Mais c'est vrai que ça a une gueule assez particulière, et ça ressemble bien, d'ailleurs, aux productions du catalogue Delirium, qui accueille généralement beaucoup de trucs un peu déjantés, un peu starbés dans ce style-là, comme Michael Fiff, Michel Fiff, par exemple, ou Maxi Mortal, ou genre de BD vraiment unique en leur genre, quoi. Ouais, complètement. Et puis c'est notamment en fait même pour Delirium une bonne façon de présenter au lectorat français, parce que je crois que Lesniewski il a pas encore été publié en France, donc en fait c'est une très bonne façon d'introduire, parce que c'est un projet qui est quand même très perméable, tu vois, en termes d'histoire. C'est pas trop compliqué, parce qu'ils ont déjà annoncé, Delirium a déjà annoncé qu'ils allaient publier Static, qui est sa deuxième création en auteur complet qu'il a fait chez Dark Horse. Le premier c'est un truc qui s'appelle The Freak, et c'était son premier roman graphique qui avait été nommé d'ailleurs aux Eisner Awards. Je sais pas si celui-là il compte le faire ou pas, mais en tout cas ça arrivera. Et donc ouais, là je pense que c'est un peu vraiment le bouquin porte d'entrée pour faire découvrir un dessinateur qui qui s'est fait remarquer, qui est assez jeune encore, hein, je pense qu'il a même pas la quarantaine, tu vois, je me demande s'il avait pas signé un projet chez Oni aussi au tout début quand Gorinson avait repris la boîte. Il a fait Faceless and the Family, c'est ça, qui en fait est sorti sur Zoop d'abord et qui a été après imprimé c'était l'un des tout premiers projets que Gorinson avait remarqué quand il a repris les commandes du truc, et déjà à l'époque c'est en noir et blanc, en l'occurrence. Déjà à l'époque il y avait ce côté ultra chargé dans les transformations et déformations, enfin c'était assez particulier. Ouais, le dessin est vraiment super particulier, quoi. Et surtout qu'en plus quand c'est en noir et blanc t'as ce côté je sais pas, c'est peinture d'art en fait, c'est vraiment très particulier, la façon dont il dessine ça. Et d'ailleurs Crimson Flower aussi, la colo est particulière mais elle est très réussie, c'est Bill Crabtree, coloriste de Invincible, qui s'en occupe, qui est l'un des meilleurs coloristes, l'un des 5 meilleurs coloristes on va sur le marché actuellement. J'ai pas vu, mais sur le site de Lesniewski là il reprend Hellboy, c'est incroyable. Ouais, il est très fort.
Non. Donc voilà. Donc voilà, si vous êtes amateur de dessins atypiques, enfin voilà, qui voulez découvrir un artiste qui a vraiment une patte, une vraie personnalité, n'hésitez pas à jeter un œil à ce Crimson Flower qui est disponible chez Delirium pour la somme de 20€. Corentin, on continue du côté de la violence, j'ai envie de dire. On va continuer du côté de la violence, mais une violence encore plus exacerbée, encore plus fun, encore plus déjantée, avec Post Americana, écrit et dessiné par Steve Skroce. Le grand retour de Steve Skroce sur un projet en auteur complet après Maestros, qui avait été publié chez iComics il y a maintenant, c'était en 2017 je crois, ou 2018. Non, c'était sorti en 2017 chez Image Comics, c'était sorti l'année d'après chez iComics, donc ça fait 7 ans quoi, en gros, quand même, ça va faire 7 ans. Tu rends compte. Il a fallu attendre parce que en plus Post Americana il avait été annoncé il y a 2 ans déjà par iComics, et puis finalement les réductions du volume d'indé chez la maison d'édition ont fait que au final il sort à point nommé, on va dire, avec l'actualité. C'est triste, bien goupillé, c'est triste, mais c'est comme ça, mais ça arrive à point nommé, puisqu'en fait comme tu vois, il pourrait faire Presse 2 d'aujourd'hui maintenant. Pardon? Il pourrait faire Presse 2 chez DC Comics. Oui, Ce serait à point nommé. Complètement. Mais donc, pourquoi on dit à point nommé comme ça? C'est parce que, à la base, Post Americana, c'est un comics qui a été fait vraiment en réaction au premier mandat de Trump, puisque c'est vraiment un bouquin qui parle de la mainmise des États-Unis par les milliardaires et tous les puissants, enfin tous les riches. Oui, il y a beaucoup de choses dans cet album. Ouais. C'est une vraie satire, de ce qu'est, de ce que sont les États-Unis. Et le rêve américain, et donc ça arrive effectivement à point nommé pour le deuxième mandat de Trump. Le deuxième mandat de Trump, et cette ambiance un peu fin du monde, pré-troisième guerre mondiale, qui est là en l'occurrence à l'heure où on enregistre ce podcast. Et tu sais que je me faisais la réflexion, c'est comme Undiscovered Country de Scott Snyder et Charles Soule. En fait, il y a plein de projets qui ont été faits en réaction au premier mandat de Trump qui vont très bien vieillir. Du coup, on pensait que c'était terminé, et non, c'est ça, pire. Donc, complètement. Donc en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'effondrement. Et en fait, toutes les élites intellectuelles et gouvernementales avaient préparé en fait un grand projet de bunker à taille gigantesque qui s'appelle la Bulle, qui devait tous les abriter afin de pouvoir anticiper et reconstruire la société après l'effondrement. Sauf que il y a eu une plantade, et les gens du gouvernement et les scientifiques et tout ça, les intellectuels, ils sont pas arrivés sur place, et donc tous ceux qui sont arrivés à la Bulle, c'est simplement les gros richards qui avaient pu se payer un billet. Et donc eux, ils se sont barricadés pendant que le monde autour d'eux s'effondrait. Il s'est passé plusieurs décennies. Il y a un des gamins qui était là-dedans, qui a grandi, qui est devenu adulte, qui a fait un tour dans le wasteland que sont devenus les États-Unis, et puis il revient et dit j'ai un projet, on va redonner à l'Amérique sa grandeur, et pour ça on va tout simplement tuer tout le monde. On va bombarder tout le pays. Et on va tuer tout le monde qui vit en dehors de la bulle, et ça nous permettra de reconstruire l'Amérique telle qu'on la souhaite. Et dans cette Amérique-là, en fait, faut savoir qu'il y a des gens qui essaient de vivre et de survivre correctement, et en même temps, il y a des factions de cannibales, des seigneurs de guerre, tout ce que vous voulez de pur Mad Max et Borderlands que vous pouvez imaginer, quoi. C'est vraiment le chaos. Et là-dedans, on va suivre en fait la quête d'un échappé de la bulle, avec une nana qui vivait dans une ville qui s'appelle Red Hill, qui a été massacrée justement par les forces je sais pas du président, voilà. Et donc les deux vont s'associer pour essayer d'aller buter tout simplement le nouveau président. Et donc c'est à la fois hyper fun, c'est hyper violent, c'est complètement con. En plus, pour la VF, donc chez iComics, c'est Basile Begueri qui a traduit, donc très bon traducteur, qui notamment a fait Au-dedans aussi l'année dernière par exemple, qui a un vocabulaire tout à fait fleuri, de très bonnes expressions pour aller avec le discours de Steve Skroce, quoi. Donc vraiment, si vous aviez aimé Maestros, je pense que vous apprécierez tout autant, parce qu'on est quand même dans le même registre en termes d'humour gras, d'humour méchant aussi, de trucs vraiment complètement déconnants, quoi. Oui, de contestation du patriarcat aussi, qui était la première mamelle de Maestros. C'est justement ce côté, il y a un dictateur qui est le super sorcier, il fait ce qu'il veut, il nique toutes les nanas, et c'est un père odieux, etc. Il y a un peu le même délire ici, mais c'est architecturé différemment. C'est-à-dire que, en fait, ça a plus à voir avec Borderlands. Effectivement, t'as très bonne comparaison. Et dans l'idée que c'est un Mad Max au second degré,
et qui emprunte aussi un peu à l'esprit barge de Shaolin Cowboy. Et c'est pas un hasard, pardon, c'est vrai que j'ai même pas pensé. Mais Steve Scross et Geoff Darrow sont évidemment des amis proches. Ils ont travaillé ensemble avec les Wachowski. Ils ont fait ensemble la série Frankenstein avec les Wachowski. Ils partent du même moule, entre guillemets. Et d'ailleurs, même au niveau du graphisme, ça se ressemble un petit peu. Tu vois l'utilisation des ancrages assez épais à la Darrow, la violence à la Darrow. Et d'ailleurs, en fait, c'est jamais que l'on ait très nombreux projets, en fait, de tous ces gens qui ont essayé de faire leur hard-boiled à eux, en fait. C'est-à-dire une espèce de critique du consumérisme américain, des médias américains, de la politique américaine, emballé dans un grand défouloir où le but étant simplement de mettre beaucoup de violence, beaucoup de détails graphiques et le plus de saloperies possible. Alors pour moi, il y a que Darrow qui arrive en fait à trouver le dosage, parce que lui, il a tellement en fait aucune conscience de ce qu'est vraiment la réalité. Geoff Darrow, il vit que dans les BD, les bouquins, etc. Que du coup, c'est tellement anormal qu'en fait, tu rentres là-dedans et tu dis wow. Ok, je comprends rien, mais ça a l'air génial. En tout cas, il arrive très bien à masquer ce fait-là, parce que je pense qu'il est quand même très conscient. Oui, non, il est très conscient. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il a pas, entre guillemets, de borne réaliste sur le scénario. C'est-à-dire que lui, en fait, la structure, ça ne l'intéresse pas. La structure d'un scénario, comme pourrait se poser la question, on en parlait tout à l'heure, avec d'autres artistes qui ont fait des BD, et c'est souvent un peu ça qui pêche, c'est quand un artiste fait une BD, il n'a pas forcément conscience de comment est-ce qu'on architecture, en fait, une histoire classique. Scross, lui, il va se caler sur un blockbuster américain, en fait, c'est très classique, tu vois, c'est effectivement l'histoire de la rébellion, l'histoire d'amour, qui va un peu occuper les deux protagonistes principaux, enfin, c'est pas un spoiler, hein, genre, faut pas être con pour savoir qui vont tomber amoureux. Le côté péripétie à la Mad Max avec les différents gangs qui vont un peu habiller le scénario. Et tout ce côté débile, pour vous donner un exemple, il y a... Sur la pop culture. Mais pas que sur la pop culture, aussi juste vraiment sur comment ringardiser en fait les codes du Wasteland. C'est-à-dire que t'as ce moment au début, donc on voit l'héroïne, Evelyn, je crois qu'elle s'appelle, ou Caroline, ouais. Caroline justement, qui est donc tchatch avec un cannibale, qui fait partie d'en fait d'une sorte d'escouade qui est dirigée par un mec qui a des grosses mitrailleuses et tout. Et à un moment donné, donc il tombe sur le mec qui s'évade de la bulle, le héros. Et le cannibale, il fait, hey, on le bouffe et tout. Et en fait, ils sont en train de parler. Le chef et le héros sont en train de parler. Le cannibale, il fait, ouais, c'est très bien, mais vas-y, viens, on le bouffe et tout. Et le chef, il lui fait, frère, t'es chiant, à chaque fois, tu veux bouffer les gens et tout. Il y a tout le monde autour qui fait, non, mais franchement, j'avoue, cringe. Ouais, c'est trop marrant, ça. C'est, franchement, t'abuses et tout, j'avoue. Ouais, en anglais, c'est read the room. Tu vois, genre, c'est bon, mec, on n'est pas là pour ça et tout. Il y a pas mal de vannes par rapport à ça. Pareil, après, t'as une autre troupe de cannibales qui arrive. Donc là, ils sont que des cannibales qui veulent bouffer les héros qui s'échappent et tout. Et le chef des cannibales, à ce moment-là, il vient les voir et il leur fait... Tu sais, il est pas énervé parce qu'il a pas pu les bouffer. Il est énervé parce qu'il dit, tu te rends compte à quel point il faut s'organiser pour mettre au point un événement pareil? J'ai au moins 200 personnes qui sont là, qui attendent à bouffer, vous faites chier, franchement. Ça, c'était leur grand meeting de cannibales annuel et tout, ouais. Tu vois, c'est comme nous quand on a fait les First Print Awards, tu vois. Effectivement, je comprends le cannibale qui est un peu déçu. Mais après, au global, voilà, le problème, c'est que ça reste, en fait, trop barjot pour être totalement pertinent politiquement. Dans l'idée, en fait, tu connais les codes de ce genre d'univers, tu sais que c'est désespéré. Et en l'occurrence, le désespoir est plutôt bien fait. Je veux dire, tu peux croire, enfin, surtout particulièrement aujourd'hui, tu peux croire à cette version des États-Unis. En fait, les grandes fortunes ont simplement... Oui, vas-y, Arnaud. Ça, c'est comment veux-tu qu'on réinstaure la civilisation si tu m'interromps tout le temps avec tes conneries de cannibales et t'as les autres qui font ouais, sans déconner, Rudy, tiens-toi un peu, putain, t'es vraiment cinglé. C'est trop bien, quoi. Oui, voilà, ça, c'est vraiment génial pour le coup. Et je te dis, c'est des trucs, en fait, que le cannibalisme dans le Wasteland, c'est une convention. On parlait d'ailleurs de la BD de Ben Stanbeck, là, Poussière d'os. Ou pareil, il y a le côté des personnages cannibales et tout, c'est quand même super grave, ils bouffent des enfants, ils bouffent des humains et tout. Là en plus c'est pas, enfin il en joue, Steve Scross, il en fait un élément graphique, t'as les personnages qui parlent littéralement des vestes faits en visage, enfin en peau humaine de visage. Donc il sait quand même avec quoi il joue, mais c'est pas sérieux, c'est-à-dire que tu sens le désespoir en fait, tu sens le côté, imaginons une seconde qu'on fasse une sorte de flash forward de 15 à 20 ans en avant, je suis désolé, on va encore faire une parenthèse politique, mais mettons, la politique économique de Trump n'a pas marché, ce qui a priori, voilà, bref. L'effondrement climatique est arrivé, il y a plus d'industrie, les États-Unis sont coupés du monde parce que ça a été leur politique. Qu'est-ce qui nous dit effectivement que parce que construire un bunker c'est pas compliqué, hein. Enfin, je veux dire c'est vraiment même un bunker autosuffisant c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui nous dit effectivement que ce monde-là en fait n'est pas déjà suffisamment réaliste pour nous entre guillemets nous prévoir un peu ce qui pourrait arriver d'ici les temps prochains. Donc là-dessus, tu arrives à sentir justement cette espèce d'imminence du danger qui était déjà là quand Scross a créé son projet en 2017. Donc ça, en fait, ça crée de la matérialité, ça crée en fait un attachement
réel à ce qui se passe et la pertinence politique qui nous manque. Pareil d'ailleurs quand on voit à l'intérieur les mecs qui se font des cocktails Mai Tai au bord de la piscine dans la bulle pendant que les autres dehors sont en train de littéralement de se bouffer, tu vois. Ça c'est glaçant. Oui, et même ce côté, tu sais, où le président qui rediffuse les exécutions de dissidents, justement aux gens qui sont en train de se prélasser et qui font vas-y, quand même c'est un peu bad mood et tout, c'est pas cool, tu vois. Bah même tu vois, les robots flics, je veux dire, c'est pareil, c'est un truc qui est devenu beaucoup plus réel maintenant qu'on sait qu'il y a les IA et tout, tu vois. Mais à l'inverse, je trouve qu'en fait une fois que tu passes l'introduction, tu rentres quand même dans un blockbuster qui est beaucoup plus quadrillé, où c'est plus Wachowskien, justement, c'est ce côté on va réussir avec la fédération, avec l'union à bousiller la gueule des méchants. Et il y a une idée que moi je ne comprends pas ce qu'il a essayé de faire, très franchement. C'est à la fin, en fait, on t'explique qu'il y a une sorte de Osamu Tezuka Kirby / Walt Disney, machin, en fait, qui a créé grosso modo une marque qui s'appelle Wonder Studios. Donc probablement un clin d'œil à Walt Disney et à Marvel. Hein. Oui, parce que le W c'est le M de Marvel inversé, hein, clairement. Et en fait, lui, il a créé des robots qui sont des robots mascottes, des robots mascottes qui sont ces personnages, mais qui sont étonnamment puissants. Il y a des robots super-héros qui sont forts comme des super-héros, qui ont des flingues et tout, et qui peuvent tuer. Et là, en fait, le scénario, il prend une sorte de, il te met une vitesse de, tu croyais que ça allait finir comme ça? Non. Hop. Ouais, mais c'est, et du coup, c'est un vrai, je trouve que c'est un bon élément de surprise, en fait. Un vrai, ouais, c'est, je sais pas. Moi, j'aime bien parce que d'un coup, ça devient complètement déconnant et puis après, ça prend aussi le pas sur une forme de critique un peu de ce que ces idoles représentent, de ce que ces icônes représentent, avec le côté décalage aussi entre des personnages qui sont tout mignons, puis d'un coup, quand t'as son programme qui devient défaillant et qui lui permet de s'exprimer plus librement, t'as vraiment ce côté plus oui, c'est comme si Mickey disait va sucer des bites, quoi, tu vois, c'est mais genre de ça, quelque choses-là. part, c'est pareil, c'est accidentellement, en fait, il a aussi prévu. En fait, c'est pour se moquer des symboles aussi de l'Amérique. Non, peut-être bien, mais je veux dire qu'accidentellement, il a peut-être, sans le vouloir, justement prévu aussi d'instaurer la donnée IA dans une BD qui parle de fin du monde, ce qui est plutôt pertinent en l'occurrence, de fait. Et qui était même visionnaire par rapport à l'époque où ça a été écrit. Hein. Mais le problème, c'est comme ça arrive dans les derniers numéros et que t'as pas le temps, en fait, de comprendre pourquoi ce truc-là serait important depuis le début de l'histoire, parce que c'est pareil, c'est une règle de scénario. Alors, je veux pas faire mon formaliste à la con, mais t'as vécu une aventure pendant 5 numéros et d'un coup on te dit cet élément-là arrive et ça va être le game changer et tout. Soit il avait prévu de faire plus long, ce que je pense était probablement possible. Surtout que ça a une durée bizarre, c'est 7 numéros, donc c'est toujours un peu bizarre 7 numéros. Hein. Donc soit il avait prévu de faire plus long et il a massacré un peu à la fin pour que ça rentre dans l'espace qu'il voulait, parce que la fin c'est vraiment un bain de sang. Et limite justement en fait tu perds de vue le côté le président lui-même est la menace principale. Le président, effectivement, et au-delà du bain de sang, le dernier numéro est rushé vraiment très vite. En fait, t'arrives à la fin de l'album, t'es en train de lire, tu te dis attends mais la situation n'est pas réglée, et tu sens qu'il te reste, je sais pas, 10 pages à lire, et tu fais attends mais il y a tout qui va se résoudre en 10 pages, et tu fais ouais, c'est un peu rushé forcément. Mais néanmoins, ça c'est la critique on va dire au niveau de la résolution. Mais après, l'album lui-même, il est quand tu te marres. Les scènes d'action sont très bien, très belles. C'est gore. Et il y a ce côté défouloir en plus. Enfin, c'est agréable de voir, j'allais dire les flics fascistes du futur. Non, c'est pas ça. En l'occurrence, ça marche pas. L'armée des 1%, l'armée privée des 1% qui les protège depuis leur bulle, se faire défourailler par un gros super-héros robot qui a une énorme mitrailleuse dans la main, tu vois. Il y a ce côté un peu gamin, un peu défouloir. Limite, tu vois, c'est la fiction des auteurs de comics qui vient en fait défoncer les fachos les fachos. Non, même pas les fachos. C'est même pas les fachos. C'est les 1%, c'est justement l'égoïsme de ceux qui veulent échapper à tout ce qui nous concerne nous au quotidien, tu vois, les problématiques qu'on se pose, comme tu disais en intro, par rapport à la Troisième Guerre mondiale, par rapport au climat, etc. Il y a ce côté des foulards qui est super agréable. Je pense que c'est plus là, en fait, qu'il faut retenir le cœur de l'album, et dans les vannes, et dans la générosité générale du truc. Pareil, il y a des petites tacles qui sont trop rigolotes, genre les poulets, où en fait on te dit qu'il y avait une crise alimentaire, donc ils ont dopé les poulets, et ils en ont fait une espèce de raptor. Qui maintenant sont hyper dangereux, mais maintenant c'est les poulets qui se nourrissent de l'humain, tu vois. C'est des poulets sans plumes en plus, c'est vraiment les poulets prêts à être envoyés à la base. Ils sont horribles, c'est horrible. Mais du coup voilà, il y a plein de petites idées qui sont assez géniales, mais dans un ensemble qui pour moi reste quand même très déséquilibré. Mais entre guillemets, c'est la qualité de ses défauts, c'est que c'est un album qui est punk en fait au sens premier du terme, et tu peux pas demander à un punk de mettre de l'ordre dans sa musique. Donc voilà, moi j'ai quand même bien kiffé la lecture. Je trouve ça dommage que ça s'arrête en si bon chemin, parce qu'il y a quand même pour moi la place de faire plus. Ah, tu pouvais doubler. Facile. Mais après, voilà, graphiquement, c'est une leçon, hein, comme d'habitude. Je veux dire, Steve Cross, il a plus rien à apprendre à personne. C'est le petit frère de Geoff Darrow par anticipation. Et franchement, gros délire. Honnêtement, ça vous fera du bien de le lire, je pense, si, comme nous, vous êtes un petit peu, je sais pas comment dire, on dit éco-anxieux, mais c'est pas ça. Angoissé. Politico-anxieux.
Voilà, c'est politique anxieux ou Troisième Guerre mondiale anxieux. Lisez-le, ça vous fera du bien. Ouais. Et donc, c'est disponible chez iComics pour 24,95€ pour 184 pages. Donc là, on est, voilà, ça va, on est sur un rapport de pagination plus acceptable que pour un hack and slash Back to School qui faisait que 112 pages au même prix, quoi. Donc là, c'était un peu, ouais, c'était quand même grave chéros. Là, je pense que c'est un peu plus, Surtout que c'était pas terrible. Non, mais ça, c'est pas vrai. Par contre, c'est excellent. Hack and slash Back to School, espèce de grand fou. On continue du côté de Delcourt maintenant. On vous parle un petit peu de Gone. Donc, un album là aussi. En fait, c'est que des artistes complets à chaque fois, maintenant, puisque là, on est avec Jock qui a fait son premier titre chez Distillery. À l'époque, c'était vraiment le titre de lancement, mais qui est techniquement le deuxième arrivé, parce qu'il y a eu Somna avant. Lisez Somna, c'est hyper bien. Donc, Gone, un voyage spatial, une petite Abby qui essaye d'aller dans le vaisseau, justement, pareil, des riches et des puissants pour subtiliser des vivres, pour essayer de subsister avec sa daronne, sauf qu'un jour, c'est l'immense vaisseau dans lequel elle s'embarque. En fait, elle fait une expédition avec des gens dont elle ne connaît pas les réelles intentions, qui sont en fait des gens qui veulent tout faire péter. Et en fait, le vaisseau décolle, ils commencent à faire sauter des explosifs et elle se retrouve coincée dans ce grand vaisseau ville qui, même vaisseau monde, hein, presque, qui part dans une direction inconnue. Alors tout ce que elle veut, c'est rentrer chez elle. Pourra-t-elle y parvenir ? C'est la question à laquelle on ne répondra évidemment pas, pour ne pas tout dévoiler. Corentin, donc, c'est écrit et illustré par Jock, un artiste britannique qu'on aime beaucoup, pour pas mal des travaux qu'il a pu faire, notamment sur Batman, avec lesquels d'ailleurs il a bossé avec Scott Snyder, notamment avec alors c'était le Black Mirror, Sombre Reflet, ouais, Sombre Reflet, qui est absolument superbe. Il avait fait le Batman qui rit, le Batman Punisher. Ah non, c'était Eduardo Risso, ça. Non, le Batman Punisher, c'était un one-shot par Eduardo Risso, mais la mini-série, le Batman qui rit, dans lequel il y avait le Batman Punisher qui intervenait, c'était bien Jock, hein, qui l'illustrait. Et il avait fait Batman... C'était par Hilaire Osmo ? One Dark Knight, non. Okay. C'était Batman... T'avais un one-shot sur Batman qui rit aussi par Hilaire Osmo, quand ils avaient fait les one-shots Dark Knights, quoi. Bref, donc, un auteur qu'on connaît beaucoup pour son Batman, qui avait aussi fait Witches, bien sûr, avec Scott Snyder, qui avait fait du Green Arrow aussi, il me semble. Tout à fait, avec Andy Deagle et Jock, Green Arrow Year One. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc un artiste qu'on aime beaucoup, mais on avait déjà noté sur son Batman One Dark Knight que sur les scénarios, il était peut-être pas aussi efficace que. Ouais, j'arrive pas à comprendre en fait. Il y a pas de honte à ne pas savoir faire, et enfin c'est pas attention, c'est pas atroce, c'est pas mauvais, c'est mal branlé. C'est le mot que j'aurais envie d'utiliser. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, l'histoire nous emmène aux côtés. Donc, c'est encore une fois un monde. D'ailleurs, c'est un motif qui devient de plus en plus courant en science-fiction. Un monde dans lequel, effectivement, la population n'a plus d'argent ni de nourriture, et une jeune fille qui doit voler pour nourrir sa mère, et qui se retrouve en allant voler dans les réserves d'un très 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 gros vaisseau, embarqué à bord d'un voyage spatial, qui va jouer sur la dilatation du temps en voyage supraluminique. C'est-à-dire que quand vous allez très vite, votre temps à vous passe à vitesse normale, mais pour les gens qui sont dehors, c'est beaucoup plus long. Et en fait, là, il dit c'est l'inverse. Donc, j'arrive pas trop à comprendre exactement s'il a bien compris lui-même le principe, parce que là, en fait, on me dit grosso modo que le vaisseau va vers une autre planète, et c'est pas très clair d'ailleurs où est-ce qu'il va au début, même pas à la fin d'ailleurs. Il va vers une autre planète, et en fait, les gens à bord du vaisseau, que ce soit l'équipage de bord ou les passagers, dorment pendant ce voyage. Ce faisant, ils ont besoin d'une sorte de liquide / de produit qui rend un peu starbé. Enfin, c'est très touffu, en fait, pour pas grand-chose, à mon sens. C'est-à-dire que l'histoire elle-même, ça commence comme un truc très social. Ça commence comme un comics de science-fiction classique, voilà, du désespoir d'un futur où il faut se rebeller, où il faut voler, où il faut aller contester un peu l'ordre établi. Et en définitive, en cours de route, ça prend plutôt la route, justement, d'une étude de vie, on va dire, sur une personne, l'héroïne, qui a un duel à mener, un griffe, avec une sorte de Captain Ahab du cosmos. On va nous foutre un twist par rapport aux origines de l'héroïne et par rapport à sa mère et par rapport à ce vilain. On va te foutre encore un autre twist dans le dernier numéro. Mais en définitive, t'apprends pas grand-chose sur ce monde-là. Déjà, il y a une incompréhension des règles de dilatation du temps, ce qui pour moi fait un peu bizarre. Entre le numéro 2 et le numéro 3, tu as une incohérence totale. C'est-à-dire que le personnage est éjecté de sa nacelle
Et revient à bord du Et vaisseau. récupérer, ouais, trop bizarre le Alors truc. que ouais. techniquement, une fois qu'elle sort, justement, le temps devrait passer à la vitesse des autres humains. Enfin, j'ai pas compris exactement ce qu'il essayait de faire avec ça. Non, et puis même le fait qu'elle est éjectée et immédiatement rattrapée, tu fais, mais alors pourquoi? Enfin, c'est trop bizarre. Ouais, non, mais en fait, il y a vraiment des fautes de scénario qui, pour moi, sont en fait du niveau scolaire, tu vois. C'est-à-dire que il y a pas de construction arquée. Enfin, il y a plein de trucs qui déconnent, en fait, dans cette histoire-là. Le problème, c'est que ça reste quand même très joli. Ouais. Et c'est un peu le souci, c'est que Batman, One Dark Knight, en fait, on pourrait se dire, oui, mais c'est l'environnement urbain, c'est Gotham City, on connaît, même si c'est bien dessiné, ça reste Jock qui fait Gotham, on a déjà vu. Là, en l'occurrence, Jock qui fait cette version de la science-fiction, qui est faite de couloirs, en fait, que ça se passe grosso modo dans les lower decks, donc les bas-fonds du vaisseau. On a beaucoup d'utilisation, en fait, des décors, pour le déplacement, pour les courses-poursuites. Ça manque un peu de design au niveau des pistolets laser ou des trucs comme ça, tu vois, mais c'est quand même assez joli et Parce que t'as une bonne utilisation même des tuyaux de l'environnement qui devient lui-même en fait les contours d'une case, les gouttières en tant que telles, et parfois même il l'utilise parce qu'en plus chez Distillery t'as des pages qui sont plus grandes, donc quand tu fais quelque chose sur une double page, t'as vraiment l'espace pour vraiment pouvoir faire quelque chose de super agréable à regarder. Et l'idée du vaisseau planète, tu vois, c'est pareil, elle est bonne et on ressent un peu l'ampleur du truc. Ouais, par exemple, au début, on voit que Abby, l'héroïne, observe la vie en fait des gens à travers les bouches de canalisation. C'est un peu pensé au vaisseau de Arca d'ailleurs, hein, en vrai. De Arca. Arca, oui, un petit peu, ouais, ouais, tout à fait. Il y a le même travail d'ailleurs chez Lonergan. Hein. Ouais. Et on voit en fait des individus, des civils au début. Et ensuite, après, ça va devenir en fait ce duel entre l'héroïne et le capitaine. Et il n'y a plus vraiment de réflexion par rapport à la forme, par rapport à l'environnement lui-même de la structure du vaisseau. Il y a même pour moi des petites incohérences de déplacement. Mais bon, ça après, faut vraiment faire chier pour remarquer ce genre de truc. Enfin, ça, tout le monde en fait, hein, c'est normal. Mais du coup, effectivement, moi, je trouve ça très bien, si tu veux, que les dessinateurs qui restent quand même des narrateurs, hein, et dessiner, c'est écrire en bande dessinée, parce que tu écris un mouvement, tu écris une séquentialité, donc tu écris une histoire, un déplacement, qui soit narratif ou juste actif. Mais le problème, c'est que Jock, en fait, il a jamais été meilleur que quand il est pas scénariste de ses propres BD. Voilà, il y a des gens qui, en fait, sont moins doués pour ça. Je suis triste pour eux, désolé pour eux. Mais encore une fois, scénariste, c'est un beau métier. Il n'y a pas de honte à aller chercher quelqu'un pour écrire une histoire ou pour puncher un peu. Parce que là, en fait, l'idée de base, elle est bonne. Il aurait peut-être dû avoir un consultant ou quelqu'un qui lui relise son script, quelque chose. Normalement, c'est le boulot de l'éditeur. Oui, aussi de l'éditeur. Ouais, faudrait voir comment. Comme Distillery, tu sais, je pense qu'ils ont des parts dans la boîte, en fait, les fondateurs. Peut-être qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent faire et c'est tout, tu vois. Ouais, après, tu sais, c'est un modèle en plus qui est assez de mémoire, hein. Ce qui est particulier, c'est que vu que tout le monde a des parts dans la boîte, en tout cas tous les artistes qui ont confondé Distillery ont des parts, en fait, ils sont tous, ils bénéficient tous du succès, en fait, des titres des autres aussi, en fait. Donc, limite, je sais pas s'ils peuvent se donner des coups de main entre eux, même, tu vois, ils devraient peut-être parfois se refiler les choses. Mais en tout cas, ouais, c'est juste dommage parce que t'as un côté à la fois un petit peu de confusion, en fait, avec des points d'intrigue, qui te sortent du truc parce que tu fais attends mais là je comprends pas en fait, et aussi d'une intrigue générale où au final t'as pas l'impression, enfin où tu te demandes en fait qu'est-ce que Jock a essayé de me raconter concrètement, parce que tu vois bien un peu l'évolution de la trajectoire personnelle de Abby, mais ce qu'il en ressort de tout ça au final, t'as l'impression que le côté social du départ il est pas exploité à fond. L'intrigue plus personnelle au final aussi elle est pas forcément exploitée à fond. Et puis t'as ce côté avec la mist, le brouillard violet, tu vois. Ouais, le brouillard, ouais. Qu'est-ce que ça venait foutre là-dedans au final, tu vois? Qu'est-ce que ça apportait? Alors c'est joli en termes de dilatation temporelle en fait dans la. Non, en termes graphiques c'est plutôt joli, ça fait des effets tout ça. Mais ouais, quel était vraiment le but recherché de cet élément par rapport à ce que tu voulais raconter? Et ouais, donc ça m'a complètement laissé sur ma faim en fait. C'est pour ça que quand tu dis auteur complet, je suis pas d'accord. Jock n'est pas auteur complet, c'est pas c'est un excellent. Tu lui refuses. Non, c'est un excellent dessinateur, mais c'est pas un bon scénariste. Et encore une fois, je sais que c'est tentant pour les artistes de prendre tout seul les commandes du vaisseau, mais parfois justement il faut pas hésiter à demander des conseils ou des coups de main. Là en l'occurrence, ça fait quand même 2 fois d'affilée qu'on a justement un Jock qui est très bon au dessin, et qui est quand même plus faiblard au scénario. Ouais, c'est ça. Donc moi je le dis, Jock, Witches 2, s'il te plaît, avec Scott Snyder,
et la hongraille. C'est clair. Donc ça s'appelle Gone, c'est quand même disponible chez Delcourt. Vous pouvez aller jeter un œil, notamment si vous êtes fan de l'artiste. Clairement, en tout cas pour le visuel, vous en aurez dans les yeux. J'ai pas trouvé. Le visuel, vous l'aurez dans les yeux. Voilà. Après, vous pouvez pas l'avoir ailleurs. L'odorat, vous l'aurez dans les narines. Donc c'est 21,50 €, aux éditions Delcourt, et c'est sorti en ce début d'année. Et du côté de distillerie, des titres distillerie de Delcourt, les prochains quand même, on va bien graille, puisqu'il y aura quand même le spectrographe de James Tynion Ford et Christian Ward, et puis la ballade des frères Blood de Brian Azzarello et Eduardo Risso. Donc voilà, des propositions assez différentes à chaque fois en termes de tonalité, de la folk horror un peu érotique, de la SF. Donc on retourne dans l'horreur, mais plus de maisons hantées, et puis après on ira dans le western crapuleux. Donc non, il y a vraiment western noir, le western très noir, western noir. Donc on est vraiment sur des ambiances assez différentes, et en tous les cas moi je suis content de voir ces titres là arriver en France. Et donc on va terminer ce Back Issues déjà, et oui Corentin, c'est dur mais c'est comme ça, avec un gros morceau. Fantastic Four par Ryan North? Non, pas du tout. Dommage. Ça, ce sera pour un prochain, mais tu l'as lu déjà et je t'en suis reconnaissant. Non, on va rester dans l'indé, donc avec un morceau d'ailleurs qu'on a eu le plaisir d'accompagner avec une interview sur laquelle 404 nous a sponsorisé ensemble, nous a donné de quoi prendre le temps de faire le doublage en VF, donc une interview d'Emma Rios autour d'Onzuelo. Énorme roman graphique sur lequel elle a passé 3 ans non-stop en fait à bosser dessus, donc, et qui est sorti en début d'année chez 404 Graphiques. Corentin, oui. Toi qui n'est pas du tout angoissé par la fin du monde et l'apocalypse climatique, autant dire qu'Onzuelo te met bien avec son ouverture, puisque c'est littéralement ça, c'est la mer a submergé le monde, et on va suivre le destin de 3 jeunes enfants qui essayent de survivre dans ce monde qui a été submergé, et qui vont se découvrir de mystérieux pouvoirs. Déjà, juste pour revenir sur un truc, pour moi c'est pas un récit post-apocalyptique comme les post-Americana. Non, c'est autre chose, oui. C'est un truc que vous pouvez d'ailleurs parfaitement lire si vous êtes éco-anxieux ou si vous êtes paralysé par la peur du lendemain, etc. C'est très différent, à mon sens. Ça a même pas grand-chose à voir avec l'apocalypse. Moi, si justement l'apocalypse se résumait à ça m'irait très bien. Et bon, j'aime pas le poisson, c'est dommage, mais j'irais pêcher voilà, avec ma femme et mes gosses, et pas de considération, quoi. Et mes chats qui chasseraient les oiseaux. Mais non, en fait, il y a beaucoup de choses à dire sur ce projet. Il y a beaucoup trop de choses à dire sur ce projet. La première chose à dire, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est elle-même, Emma Rios. C'est une personnalité qui est très introvertie. Voilà, c'est ce qu'elle dit dans les interviews. Et puis ça se, après ça, que toi, tu l'as pas forcément vu en vrai, mais oui, ça se voit quand même, ouais. Et je pense que là, contrairement à Jock ou à Steve Scross, c'est pas tant le discours qu'il faut retenir de cet album, parce qu'il y a un discours, il y a des thèmes, il y a des sujets, etc., mais plus l'expressivité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sort de sa bulle, tendant une main vers le lecteur et lui propose en fait de vivre un voyage émotionnel qu'elle exprime plus par les images, à mon sens, que par le dialogue. Et c'est un peu d'ailleurs une problématique, c'est que du coup, je trouve que ça manque d'un sens très évident et très apparent qui viendrait te prendre par la main. C'est pas le cas, en l'occurrence, l'album ne te prend pas par la main. Non, pas du tout. Il te propose en fait des émotions, il te propose des dialogues, il te propose des couleurs, beaucoup de couleurs, beaucoup d'images, beaucoup de sensibilité. Comme en fait, si quelqu'un, comme dans justement au-dedans, en fait, t'ouvrait son intériorité. Et du coup, l'intériorité des Mario, c'est très belle. C'est magnifique, l'univers qu'elle propose, c'est tout en aquarelle, c'est probablement l'un des plus beaux comics de l'année pour l'instant, voire même de l'année dernière. Enfin, on a déjà eu des comics en peinture, l'industrie connaît ça. On a déjà eu évidemment Jim Schlicke, on a déjà eu comment s'appelle-t-il déjà? Oui, Alex Ross. On a déjà eu pas mal de grands peintres qui ont fait de la BD comme ça, mais pas avec ce niveau justement de recherche du support et du sujet. C'est-à-dire l'aquarelle, c'est une peinture qui utilise majoritairement l'eau, qui du coup a cet effet aqueux, cet effet chromatique en fait qui va croiser à la fois les couleurs d'un ciel couchant rose, les couleurs d'un ciel matinal bleu, le vert des profondeurs, le vert marécageux, le jaune du sable, tout ça qui vient s'entremêler dans une magnifique je sais pas comment le décrire, un magnifique appareil chromatique unique en son genre. Enfin, c'est vraiment un album qui est magnifique. Et c'est magnifique d'ailleurs. Est-ce que j'ai dit que c'était magnifique? Tu l'as dit juste 3 fois là. Super. Et en fait, tout ça nous mène à un truc, c'est que l'histoire de Onzuelo n'est pas en fait pour moi une histoire qui se comprend ou qui s'apprécie comme un vrai récit.
Déjà, de toute façon, je pense que faut relire 2 fois l'album pour être certain. Oui, mais du coup, c'est ce que j'ai fait. Et même là, je trouve quand même qu'il y a des manques, ou pas des manques, mais... En fait, il y a des ellipses que t'as du mal à saisir. Oui, parce que il y a des ellipses qui sont en fait même complètement inexpliquées. Et je pense que c'est l'idée, parce que quand toi, elle t'en parlait, qu'elle te disait que elle, grande fan de jeux vidéo, préférait une expérience immersive qui plonge le lecteur dans cet univers duquel il n'a pas forcément beaucoup d'informations, en tout cas pas d'informations évidentes, il n'y a pas un panneau qui t'explique voilà, les créatures titanesques sont telle allégorie, etc., etc. Tu dois un peu composer avec les éléments qu'on te donne, et le problème, c'est qu'en fait, pour moi, Emma Rios ne cherche pas à te donner les bons éléments. C'est-à-dire que les éléments qu'elle te donne, en fait, c'est majoritairement ce que tu comprends assez vite, c'est-à-dire que c'est une histoire qui parle d'humanité. C'est une histoire qui parle de 3 enfants, 3 adolescents, qui vont chercher à rester des êtres humains dans un monde qui n'a plus de place pour les êtres humains, en fait, où la mer est devenue, la mer en sens maritime, l'océan, l'eau, est devenue, en fait, le principal élément naturel local, le principal écosystème, la principale zone de vie, et les humains ne sont pas faits pour vivre dans l'eau. C'est aussi bête que ça, donc du coup, il faut qu'ils trouvent de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons d'exister, de coexister, sans société, sans la feuille de route qu'on peut avoir quand on vient au monde en tant que mammifère non marin. Les mutations, elles s'expliquent justement par l'adaptation. On peut même voir une sorte de propos écologique là-dedans. Je veux dire, c'est l'adaptation littérale en fait aux conséquences climatiques. Je sais pas si c'est pensé comme ça, mais pour elle en plus, qui vient du nord de l'Espagne, qui a vécu toute sa vie au bord de la mer, il y a ce rapport très intime et très personnel au monde du vivant marin, à la couleur marine, au sentiment en fait de perdition que tu peux avoir quand tu es dans ce milieu qui ne t'est pas naturel. Et tout ça, tu le ressens, tu le perçois vraiment. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. Pareil, le rapport aux animaux est extrêmement présent, extrêmement important et extrêmement bien fait. T'as vraiment en fait cet esprit d'enfant qui, te promenant au bord d'une plage, aperçoit au loin une baleine sans ton père ou ta mère pour te dire c'est une baleine. Toi, tu dis mais c'est quoi ce truc, c'est incroyable, c'est énorme, c'est qu'est-ce que c'est, je n'ai jamais vu ça de mes yeux et tout. Et là, pareil, il y a tout cet imaginaire qu'elle va emprunter à Miyazaki, qu'elle va emprunter, parce qu'il y a beaucoup de Miyazaki dans cet album, hein, notamment. Bon, la comparaison la plus évidente, c'est évidemment Nausicaa et la vallée du vent. Mais on peut aussi penser à Pogno sur la falaise, qui développe aussi un énorme monde marin, qui est plus une relecture de La Petite Sirène, ceci étant, enfin, du mythe de la sirène, mais il y a pareil aussi un truc très clair avec cette bande d'enfants, en fait, qui justement possède le pouvoir. Parce que généralement, dans les films de Miyazaki, en fait, ce sont les enfants qui comprennent la magie, et les parents, le monde des parents, en fait, ne comprend pas la magie. Et au début, quand tu vois justement les créatures immenses, qui broient, en fait, et qui même laissent des poissons sur la plage. Et qui, elles, sont plus inspirées d'un autre Miyazaki, Hidetaka. Oui, tout à fait, bien sûr. Évidemment, j'ai pas ces références-là, je suis désolé, mais pareil, tu peux le voir aussi le côté RPG, parce qu'elle parlait de Square Enix. Oui, elle adore les jeux vidéo. Fantasy, et grande nerd. C'est vrai que dans les jeux de rôle japonais, particulièrement de cette période de la Super Nintendo jusqu'à la PS2, t'avais cette idée que t'es un enfant, un adolescent qui part de ton village natal, et qui en cours de route te retrouve mené à une quête qui agglomère le destin du monde et qui est souvent liée à la nature. Tu vois, t'as la rivière de la vie dans FF7, dans Golden Sun, tu as les pierres qui représentent les éléments, enfin tu vois, t'as souvent ce truc-là, et aussi la grande révélation qu'un des personnages, justement, ou plusieurs des personnages, sont eux-mêmes liés à une tradition, en fait, qui les amène à être plus que ça pour la planète, et tu vois, en fait, exactement les références qu'il utilise. Et donc je te disais au début, c'est les grandes créatures qui font aussi un peu d'ailleurs Shadow of the Colossus, qui sèment des poissons sur la plage, comme pour nourrir les enfants. Tu dis, mais du coup, est-ce que ça serait pas un peu le souvenir des adultes qui ont disparu? Du coup, il resterait un monde des adultes et un monde des enfants. Et après, en fait, eux-mêmes deviennent les adultes et ils perdent de plus en plus pied par rapport à l'humanité, par rapport à la communauté humaine qui se reforme. Et donc tous ces éléments-là, tu vois, moi je les vois très bien, je les identifie, je les vis, je les ressens, je les apprécie, mais c'est embarqué, en fait, pour moi, dans une trame narrative qui n'est pas filaire. C'est-à-dire que c'est des scénettes, des poèmes, des haïkus, ce que tu veux, des chapitres dans, en fait, un grand traité philosophique sur notre rapport au maritime et au vivant, mais qui ne me raconte pas vraiment une histoire. Elle me raconte, en fait, ce que Emma Rios voit quand elle ouvre la fenêtre, tombe sur les falaises côtières et, en fait, regarde à ce quoi pourrait ressembler le monde et sa vie à elle dans cet environnement si, effectivement, elle perdait pied avec la civilisation, ce qui est arrivé, puisque l'album, effectivement, pareil, ça c'est l'autre influence que je n'ai pas citée, enfin l'autre origine du monde réel, c'est évidemment que c'est un album qui pue le Covid,
qui sent ce sentiment d'isolement. Ouais, le monde d'après aussi, quoi. Ce monde comment d'après, reconstruire. Cette impression d'avoir perdu justement le lien immédiat avec la civilisation, l'entre-soi en fait humain. Et comment tu reconstruis les relations aussi, une fois que tu repars à zéro, parce qu'il y a vraiment ce propos quand même, parce qu'il y a quand même des motivations sur certains qui décident justement de bâtir un monde sans violence, mais de façon littérale, c'est-à-dire qu'on ne tue plus non plus, donc même pour se nourrir en fait on ne veut plus tuer d'autres êtres vivants. J'ai appris que Mario c'est végétarienne d'ailleurs par rapport à ça. Il y a il y a pas mal de choses par rapport à ça. Et alors comment est-ce que tu vas jusqu'à ce concept jusqu'au boutiste, et ça parle même un peu de presque d'autophagie en fait par moment, enfin avec les pouvoirs de certains. T'as quand même une dimension un peu horrifique aussi, je trouve, avec des scènes de transformation, enfin ces trucs avec le cormoran qui sont super dérangeantes. Et notamment à chaque fois elle meurt pour se réincarner, enfin et pour se nourrir de son propre, justement pour sacrificielle, pour ne tuer personne en fait, c'est ça, utiliser les restes de son corps précédent comme nourrir, ce qui est quand même très très chelou. Enfin voilà, t'as quand même pas mal d'idées cheloues, ce côté de la bulle sous-marine en fait, où tu crois que les gens, en fait, c'est où ça te permet de parler aussi de deuil, en fait, simplement du souvenir des gens disparus, et après où t'as une dimension plus, on va dire classique, à partir du moment où tu te rends compte qu'en fait ces gens sont encore là, donc il faut aller essayer de les sauver. Ça donne aussi un leitmotiv, tu vois, plus classique, mais t'as quand même ce moment aussi où on te dit, bah voilà, ces gens-là sont pas là. Et certains veulent s'en aller aussi parce qu'en fait le monde tel qu'il est ne leur convient pas, et donc ils préfèrent partir, donc avec une métaphore sur le suicide aussi, tu vois. Enfin c'est pour ça que il y a beaucoup de choses. Le personnage de l'ombre aussi qui peut incarner des tonnes d'idées, mais graphiquement qui est génial aussi. Tu peux le voir comme justement le non-dit, tu vois, sur la souffrance qui en fait est toujours là, que tu vois, et qui s'exprime que par des gestes, mais qui s'exprime pas par le dialogue, tu vois. Enfin en fait il y a beaucoup de choses, je te dis, moi j'ai vraiment bien aimé ce qu'on me propose dedans, mais je pense que Emma Rios, en fait, n'étant pas scénariste, et moi les dialogues par contre en l'occurrence m'ont souvent agacé. Je trouve qu'il y a un manque. Alors elle n'est pas anglophone, moi je l'ai lu en version anglophone avant, après de la lire en VF, du coup j'ai plus peut-être ma découverte du projet. Je sais plus vraiment comment il s'arrange certaines structures par rapport à la VF, mais il y a un manque d'écoute dans ces dialogues. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, souvent tu sens qu'elle veut aller quelque part, et entre deux cases, t'as l'impression qu'ils parlent de deux choses différentes. Que les personnages se répondent pas assez. Voilà, exactement. Et il y a vraiment des moments où tu te perds dans cette espèce de dialogue à sens unique. Tu sais, il y a des mecs comme ça qui écrivent, comme Tom King, par exemple. Tom King, les personnages ne s'écoutent pas parler. Ils parlent, et ils disent précisément ce que ils ont à dire, eux, sans écouter ce que l'autre leur dit. Là, c'est pareil, mais sauf qu'on essaie de mettre en scène une sorte d'interaction. Je pense par exemple au dialogue entre Isma et le personnage brun qu'elle finit par défigurer, j'ai oublié son nom, celui qui clope à un moment donné, tu vois. Ouais, je vois pas. Où ça, ces dialogues, tu comprends grosso modo l'intention, tu comprends en fait qu'ils sont en train de tomber amoureux, tu comprends pourquoi c'est important pour elle justement de se reconnecter à cet humain qui en fait est littéralement ancré dans le sol, qui n'est qu'un humain, qui n'est pas un mutant, et qui représente en fait une perspective pour elle de revenir vers la horde d'humains et ne plus être cette espèce de déesse protectrice, nourricière qu'elle est devenue. Ouais. Je comprends très bien par les images, parce que le dialogue, je trouve en fait qu'il est complètement alambiqué, et souvent il y a des moments comme ça où j'ai l'impression que le texte vraiment est là pour habiller des caractères, mais qu'elle s'exprime beaucoup mieux par le dessin, par la planche, par le découpage, que par justement les interactions proprement discursives. Après voilà, c'est l'espagnol, elle parle relativement bien anglais, mais elle a pas ce qu'il faut. Enfin, c'est pas un jugement de valeur. Genre même moi, je pourrais pas écrire des dialogues fluides en anglais. Voilà, ou en espagnol. Je parle anglais ou espagnol, bien sûr. Je parle anglais, je parle un peu espagnol. Je pourrais pas écrire naturellement des dialogues de vrais personnages qui seraient pensés comme anglophones ou hispanophones, parce que c'est un sport à part entière. Il faut avoir une connaissance quotidienne de comment ça marche. Et du coup, ça fait que je te dis, moi au global, je me paume au milieu de l'album. Rappelle-moi celui qui a les branchies. Lunéo, non. J'ai plus les noms des personnages par cœur. Lubeno, je sais plus, bref. Quand lui, il se casse, il y a en fait un énième bond temporel. Ouais. Et en fait, à partir de là, je trouve que l'album, il est complètement, j'allais dire en roue libre, c'est pas ça. Il est complètement, en fait, surchargé. Nubero. Surchargé, merci, par tout ce qu'elle veut mettre dedans. Et à la fin, t'as une sorte mais littéralement de raz-de-marée, de tsunami, tu vois. T'es enseveli, en fait, sous cette espèce de tornade d'émotions qui te met le dialogue avec l'espèce de mammifère marin, qui te remet Isma, qui au bout de sa transformation est son espèce d'ascendant spirituel.
tu comprends qu'ils vont se retrouver. Et pareil, il y a un truc, il y a un non-dit par rapport à l'amour, par rapport au sexe, qui sont présents dans l'album, quelque part, tu vois. Mais dont on veut pas parler. Tu vois, enfin, c'est beaucoup de choses, je trouve qu'elle a ouvert vraiment en grand, les rideaux de sa maison. Et du coup, c'est fascinant, mais ça dépend après comment tu veux voir aussi la lecture. Est-ce que tu veux la voir comme un pur plaisir de divertissement ou comme justement, en fait, l'étude d'une structure formelle? C'est la théorie formaliste. C'est qu'en fait, quand tu vas voir une œuvre d'art, tu la juges d'abord par rapport à des codes que tu connais, sur, par exemple, premier acte, deuxième acte, troisième acte, résolution. Voilà, ça, c'est la structure archée dont je parlais tout à l'heure par rapport à Post Americana. Ou alors, tu peux le voir aussi, justement, comme la visite d'un musée d'art abstrait. Où, en fait, justement, t'as pas les codes pour interpréter ce qui t'est montré. Tu peux juste, voilà, avoir des éléments, en fait, de figuration universelle, comme la couleur. Voilà, ou l'étude des formes, parce que voilà, le cerveau humain comprend la couleur et les formes. Et c'est à toi, en fait, de décoder, de te faire ton propre sens. Et en ça, c'est un peu assez proche de ce qu'avait fait, je sais que du coup, que l'éditeur 454 va pas être content si je dis ça, mais c'est assez proche de ce qu'avait fait Tradmoor sur Doctor Strange Fall Sunrise, où en fait, le but, je pense, avoué, c'est justement de brouiller les pistes pour te tendre un miroir, en fait, et te dire, fais-en ce que tu veux, en fait. C'est moi, j'ai construit une porte, mais c'est une porte miroir. C'est-à-dire que grosso modo, tu rentres chez moi, tu comprends ce que j'essaie de t'exprimer, c'est des émotions pures que je veux t'exprimer, tu vois, c'est des thèmes. C'est pas une histoire, c'est des thèmes. Et à toi, après, de te regarder dans le miroir et de voir si les thèmes te correspondent et comment tu peux toi-même les réassembler pour en faire un truc qui te paraisse digeste ou cohérent bon, là, on dirait pas Merno hoche la tête, hein, je suis pas un monologue dans le vide, je vous rassure. Oui, non. Et du coup, voilà, moi, le problème, c'est que je sais pas combien de lectures j'aurais besoin pour, 3-4, je pense. Mais non, en le général, truc après, c'est que c'est aussi un ouvrage de toute façon de lâcher prise aussi où il faut ouais. accepter. Bah oui, mais je suis hermétique à ça. Pas tousser. Mais je sais que toi c'est compliqué pour toi de pas que t'as du mal à accepter d'être perdu. Et il y a un moment où de toute façon, même au début de l'intrigue, quand tu regardes en fait, et au bout de 20 pages, quand tu regardes la situation initiale et que tu regardes 20 pages plus loin, il s'est passé tellement de choses que je pense que t'as une volonté aussi de toute façon de Emma de submerger le lecteur et de le perdre parce qu'en fait de toute façon le lecteur doit être aussi perdu que ces personnages qui doivent redécouvrir un monde duquel en fait toutes les règles ont changé en fait et je pense que tu te perds aussi parce que toi-même tu n'appréhendes plus parce que tu ne les connais pas et effectivement d'un coup lui il disparaît, elle peut se transformer, l'autre devient et d'un coup il y a une bulle sous l'eau dans laquelle tu peux t'immerger et puis en fait le temps passe et il y a des non-dits et il y a des rancœurs qui se sont installés et en même temps et je pense qu'il faut accepter de pas avoir toutes les clés en main, de pas forcément tout saisir pour peut-être apprécier pleinement, en tout cas ne pas que ça génère une frustration dans ton ressenti de lecture. Je sais que la première fois que je l'ai lu, tu vois, je sais que ça m'a vraiment perdu. Vraiment où je me suis vraiment dit je ne sais pas, enfin c'était beau, tu vois, je trouve que c'est super beau. Je pense qu'il y a des problèmes de lisibilité par moment dans certaines cases, tu vois, mais dans l'ensemble quand même tu dis tu sais que c'est quand même pas un album normal, tu vois, tu sais que t'as quand même quelque chose d'assez particulier et puis en le relisant j'avais d'autres sentiments qui se dégageaient, d'autres choses qui me touchaient plus et je sais que je le dis dans l'interview, je dis vraiment que t'as vraiment ce personnage qui disent mais en fait parce qu'effectivement, certains ne peuvent plus mourir. Elle lui dit, si on peut plus mourir, alors il faut qu'on vive mieux. Pour pas reperpétuer, en fait, les erreurs qu'on a fait, qui étaient vachement inspirantes, en fait, qui est clairement aussi dans ce contexte un peu monde d'après. Est-ce qu'on arrive à créer un monde sur lequel en fait on va pas répéter les mêmes erreurs, donc forcément au vu des événements d'aujourd'hui on n'y croit pas trop, mais en tout cas tu vois, tu ressens, et peut-être qu'à ma troisième relecture il y aura quelque chose d'autre en fait qui va se dégager, ou peut-être je vais juste me concentrer sur, il y a vraiment une scène, tu sais, où au moment de j'arrive plus à me rappeler de son prénom, mais quand elle je crois que c'est Yzma qui se transforme et qu'elle se fait attaquer en même temps. Et la scène, elle est horrible. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose. Elle est vraiment glaçante. En plus, elle est bloquée entre les deux états. C'est ça. Il y a vraiment là où c'est en termes de body horror, tu vois, alors que le bouquin est pas du tout un bouquin d'horreur non plus. Mais là, d'un coup, t'as une scène qui est ultra dérangeante, ultra glaçante. Et je sais qu'il y a, voilà, par moment, en fait, tu vois, des choses que tu retiens plus que d'autres. Mais et ce qui est bien, enfin après, ce qui est bien, je pense que c'est bien aussi quand t'as un bouquin qui t'invite, en fait, qui te marque, où tu te dis, en fait, j'ai envie d'y retourner parce que je sens que le voyage, effectivement, il était pas complet. Et ça, je pense que
ça dépendra vraiment du temps que t'as, on va dire, et de ton appréciation, de ce que doit être une BD, de ce que doit être une œuvre. Est-ce qu'elle doit se montrer accessible dès la première lecture, ou plutôt se dévoiler à toi au fil du temps. Je pense qu'en fonction au fil de l'eau. Au fil de l'ODS, je pense en fonction de la façon dont toi tu aimes apprécier tes bouquins, ce sera soit une force très nette, soit ce sera un écueil et ça t'en découragera bien sûr. Direct. Ceci étant, c'est pas pour noircir le tableau, mais je pense quand même que malgré ce que tu décris, ce qui est effectivement, ça dépend comment t'appréhendes les projets que tu lis ou les œuvres que tu découvres, il y a quand même pour moi des petites erreurs oui. de cadence, ces dialogues qui sont hermétiques. Pour moi, en fait, c'est bizarre parce que c'est pas le cas, mais ça sent un peu le premier gros projet. Tu vois, et justement, quand elle en tant parle qu'autrice complète, je crois quand même, hein. Je suis pas sûr, non. C'est qu'elle te dit un peu, c'est une sorte de photographie de là où elle en est de sa carrière. Graphiquement, c'est carton plein, il y a rien à dire. C'est l'un des plus beaux albums que vous lirez probablement pour les temps immédiats. Mais je pense que ça gagnerait justement à être remis dans un autre sens, et ça gagnerait aussi à prendre en maturité dans l'expression de son idée. Là aussi, pareil, vu que ça a mis 3 vu, tu sais, si elle devait le refaire, est-ce qu'elle le referait pareil, tu vois, vu que ça a mis 3 ans. C'est ça que j'allais dire, voilà, ça sent aussi justement que ça s'est beaucoup construit en cours de route. Par contre, elle parlait dans l'interview du fait que le début et la fin étaient très différents graphiquement. Moi, je trouve, ça m'a pas marqué. Faut vraiment avoir le compas dans l'œil, parce que moi, j'étais en mode, c'est magnifique au début, c'est magnifique à la fin. Ouais. Et je sais pas si c'est le cas dans l'édition française, mais dans l'édition américaine, il y a une postface où elle liste des lectures complémentaires. Oui, si, elle liste l'histoire, ouais. Voilà, donc Les Enfants de la Mer de Igarashi, notamment, c'est un des trucs que j'ai vu dans la liste. Oui. D'ailleurs, qui est une référence apparemment la plus évidente, mais après, moi, je l'avais pas parce que je ne l'ai pas lu. Donc, voilà. Il y a un film d'animation, si tu veux t'épargner de le lire. Il y a Bloodborne aussi. Oui, c'est ça, oui. Ouais, de Taka Miyazaki, effectivement. Metroid, alors il y a aussi Metroid 2 Return of Samus. J'avoue que je l'ai pas. J'ai joué à ce jeu, mais je vois pas la référence avec d'avoir des bestioles, des trucs comme ça, ouais. Et effectivement, voilà, donc si jamais justement ça vous paraît peu clair, c'est ce que je voulais dire. Oui, la tour de Babel de Stefan Zweig aussi, là où on peut plutôt voir le rapport avec le côté isolation. Mais du coup, si ça vous paraît pas clair, n'hésitez pas à acheter un œil, ne serait-ce qu'au descriptif Wikipédia des œuvres qu'elle cite pour comprendre un petit peu la démarche. Ou lisez l'interview, écoutez l'interview qu'Arnaud a faite. Je vais la mettre en ligne sur l'artiste. Malheureusement, on n'a pas pu aller au bout du sujet, mais on va refaire des interviews complémentaires avec Madame Rios. En tout cas, pour moi, ça reste très prometteur. Plus, justement, que Gon. Tu vois, où tu te dis. Oui, clairement. Là, en termes de hauteur dessinatrice, autrice dessinatrice. Parce que Gon, il m'a perdu, mais en fait, j'ai pas envie d'y retourner, tu vois. C'est ça. Ouais, et puis là, tu sens quand même c'est très foisonnant. Voilà. Donc, du coup, ça jaillit un peu. Mais d'ici 2-3 projets, je pense qu'elle aura mieux affiné pas mal de trucs. Et si elle reste à ce niveau de qualité, au niveau, graphique, au niveau narratif et tout, ça va quand même être très très loin, quoi. Ouais. Et donc, c'est disponible chez 404 Graphiques pour la somme de 28,90 €. Préparez un grand sac si vous allez le chercher en librairie, parce que l'album, en termes de fab et en termes de taille, c'est un gros morceau. C'est vrai qu'on n'a rien dit dessus. C'est encore une fois une édition magnifique, hein. C'est quelque part un peu habituel. À force de le répéter. Ouais, voilà. Non, mais il faut quand même le signaler, parce que celui-là, franchement, même, il est agréable au toucher, il est agréable à l'œil. Vraiment, il est parfait par rapport à l'édition américaine qui est beaucoup plus, petite. Oui, qui est moins bien, en fait. Simplement. Franchement, big up aux équipes de 404, parce que franchement, celui-là, il est, limite, je trouve plus agréable à porter que, au dedans. Ah ouais? Ouais. Franchement, j'aime bien le toucher. Je pense que. Oui, je sais, si j'ai préféré lire au dedans. C'est des questions de. Ouais, j'ai préféré lire au dedans, mais dans ma bibliothèque, je vois Anzuelo, je fais, ouais, putain, t'as une belle gueule et tout, je suis content. Très bien. Et donc, on en a terminé pour ce Back Issues. Donc, on vous rappelle que si les albums vous intéressent, il y a des liens dans la description du podcast aussi pour aller directement les commander en ligne. S'il vous reste des sous après avoir fait vos achats de lecture du mois, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre Tipeee. Vous pouvez également partager le podcast et le commenter, le faire découvrir à tout plein d'autres personnes. Si vous pouvez, ça nous aidera à être visible et par extension donc à rendre visible aussi toutes les BD dont on a parlé. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut! Salut!